Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs, une émission toute image, tout reportage aujourd'hui. Et allez, nous partons tout de suite pour le parc d'attractions Nigloland dans l'Aube qui a rouvert le 5 avril dernier. Et ce début de saison est plutôt encourageant avec une progression de 10% du nombre de visiteurs par rapport à l'an dernier sur la même période. Un reportage de Canal 32. Le premier bon bilan du parc d'attractions Nigloland, rouvert depuis le 5 avril, le site de loisirs de Dolencourt affiche une progression de 10% du nombre de visiteurs par rapport à l'an dernier sur la même période. La nouvelle saison a débuté par le printemps de Niglo jusqu'au 11 mai. Parmi les nouveautés qui visiblement séduisent cette année, la réhabilitation de l'hôtel des Pirates et du restaurant Erizo, ou encore la création du nouvel hôtel Cabaiana. Côté attraction, la ronde des canards s'est refait une beauté. Pour tenter de battre le record de 750 000 visiteurs en 2024, Niglo et Niglotte misent aussi sur la future maison de Niglo. De plus en plus nombreux, les visiteurs viennent également de plus en plus loin. Le premier bilan de la saison 2025 est très positif. On sent un vrai engouement autour du printemps de Niglo, qui est cette période qui a été créée il y a 3 ans, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui plaît énormément aux clients. Et ça nous permet effectivement d'événementialiser ce début de saison. Et cette année, les visiteurs ont été au rendez-vous. Et on enregistre une hausse de fréquentation d'environ 10% depuis le début de saison. Donc c'est très favorable. On a aussi bénéficié d'une météo très favorable pour notre activité, donc on est très content. Ce qui est porteur, c'est les points forts de Nigloland en fait, qui font la différence maintenant par rapport à d'autres parcs d'attractions. Le cadre très vert, des attractions variées, peu d'attentes aux attractions sur cette période, un rapport qualité-prix qui est très bon à Nigloland et qui nous permet maintenant de nous démarquer vraiment de la concurrence. On a également des nouveautés puisque cette année on a inauguré Cabaiana, le nouvel hôtel de Nigloland, plus le nouveau restaurant Erizo. Ça nous a permis de beaucoup communiquer effectivement sur ces nouveautés. Et puis en nouveautés qui arrivent, on a également du coup la maison de Niglo qui ouvrira dans quelques semaines. Et puis une autre nouveauté qui est un petit peu différente, mais une grande aire de camping-car qui va pouvoir accueillir jusqu'à 80 camping-cars prochainement du coup à proximité du parc. Les temps changent, le réchauffement climatique aussi, et donc du vin en Bretagne. Oui, du vin blanc bio que je vous invite à découvrir dans ce reportage de TBO. On produira du vin dans 3 ans, à Ploubalay. Je m'installe à Camlaise. Sur les bords de Rance. 6 porteurs de projets de vignobles en Côte d'Armor se sont déplacés à Erquy chez Laurent Houzé. Et donc du coup là on est sur le gros lot gris, donc planté au mois d'avril. Et donc c'est pas si mal, hein. Ça part plutôt pas mal. Au total, ce vigneron breton a planté 13 hectares depuis 2023 en bio, la moitié pour obtenir du vin blanc, l'autre pour obtenir du vin rouge. On est sur du pinot noir, Massal. Observation, modèle économique et projet de commercialisation, il a partagé un maximum d'informations avec ses porteurs de projets. Dans le cahier des charges du vin, il est interdit, strictement interdit, d'arroser la vigne. Notamment sur les techniques en agriculture biologique, chères à l'association des vignerons bretons, l'AVB. Tous les 46 vignerons inscrits, 46 ou 47 vignerons inscrits à l'AVB sont tous en bio. Il faut continuer à partir tous en bio, c'est essentiel, d'anticiper, qu'on soit tous unis, qu'on s'entraide. Je préfère donner des conseils, encourager, mais c'est dur. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut encourager parce que c'est pas évident. Un retour d'expérience qui n'émousse pas l'enthousiasme de ses futurs vignerons bretons. Il va falloir un mental hors norme, je pense. N'hésite pas à mettre de l'argent sur la table. Moi, je ne sais pas comment je vais faire. Mais on va trouver une solution. C'est motivant. Grâce au réchauffement climatique, mon rêve va peut-être devenir une petite réalité. Dans ce vignoble, les premières vendanges auront lieu cet automne 2025 pour une commercialisation au printemps 2026. Et du coup, je fais la bénédiction du vignoble. Pour le coup, je suis plutôt superstitieux. Oui, avec un prêtre, ouais, tout à fait. En région parisienne, après avoir parcouru plus de 3,5 km sous terre, le tunnelier Awa a atteint récemment la gare en construction de Satori. La machine de 1800 tonnes a commencé à creuser depuis Guyancourt à l'été 2024. Son arrivée marque une avancée majeure dans les travaux du tronçon ouest de la ligne 18. Image spectaculaire dans ce reportage de TV78.
son arrivée est imminente. Awa, le nom donné au dernier tunnelier de la ligne 18, entre dans la future gare de Satori à Versailles, après avoir creusé en sous-sol pendant près d'1 an. Il a creusé un peu plus de 3,5 km à l'heure, avec un petit peu d'avance même. D'abord dans des argiles, après maintenant dans les sables de Fontainebleau. Il est passé aussi, ce qui était un moment technique important pour nous, sous les étangs de la Minière, sans aucun problème. Parti à l'été 2024 de Guyancourt, l'ouvrage de 1800 tonnes est environ à la moitié de son parcours de 6,7 km. D'ici 3 semaines, le tunnelier va commencer à creuser en direction du terminus de la ligne 18 à Versailles-Chantier, arrivée prévue au printemps-été 2026. Pour l'instant, on a une vitesse qui est très bonne. La moyenne de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'est du 20 mètres par jour. Le terrain jusqu'à Versailles-Chantier est un peu de même nature que celui qu'on a rencontré jusqu'ici. Donc il n'y a pas de raison de se dire qu'il ira moins vite jusqu'à son terminus. Satori est l'une des 3 gares yvelinoises de la ligne 18 dans les Yvelines. Elle est située à 30 mètres de profondeur et abritera un escalier monumental à la Chambord. Habillé d'un jeu de couleurs imaginé par l'artiste Carole Benzaken, des ascenseurs permettront de rejoindre les quais. On a fait un choix d'avoir une gare tout ascenseur. Contrairement à ce qu'on voit en général dans les autres gares du Grand Paris Express, il n'y aura pas d'escalier mécanique. Il y aura 6 ascenseurs, en fait 3 de chaque côté. 2 sont suffisants pour les flux et un 3e c'est pour le cas des pannes, puisque évidemment s'il n'y a plus d'ascenseur, là ça va être un peu pénible pour les voyageurs de descendre 30 mètres d'escalier, surtout de monter. Les premiers trains de la ligne 18 circuleront dès la fin de l'année prochaine entre Massy-Palaiseau et Saclay. La mise en service totale jusque dans les Yvelines est prévue pour 2030. Le premier avion à hydrogène du monde, il a été inauguré à l'aérodrome du Mans. Il s'appelle le Dragonfly, dernière innovation du groupe Blue Spirit Aero qui a foulé le sol. Pas de vol pour le moment, mais l'avenir de cet avion semble tout tracé. Un reportage d'Elisa Cribier de LMTV. Nous ne sommes pas à Hollywood, mais bien au Mans. Et la grande star du jour, c'est lui. Le Dragonfly, premier avion à hydrogène au monde, c'est le seul conçu autour d'une pile à combustible. Cela fait 30 ans qu'Olivier Savin travaille sur ce projet. L'utilisation de l'hydrogène rend l'avion vertueux, puisque l'hydrogène utilisé dans une pile à combustible ne crée que de l'électricité, de la chaleur, dont on sait se débarrasser, et de l'eau. Donc c'est sans aucun dégât, dommage sur l'environnement. Mais pour le moment, l'oiseau n'a jamais quitté son nid terrestre. L'avion va subir une batterie de tests, et c'est en début d'année prochaine qu'il s'envolera pour la première fois. Pour le moment, le prototype offre 4 places, mais lorsque le Dragonfly sera certifié, il sera plus facile de développer des engins avec davantage de capacité. Une fois qu'on aura certifié un avion 4 places avec 12 pods et de la propulsion distribuée, ça sera nettement plus facile de certifier un avion avec 14 pods et de la propulsion distribuée. Une certification prévue d'ici 2 à 3 ans, suivie directement d'une mise en service. La prochaine étape, c'est le Bourget. La prochaine étape, ça sera aussi le village, bien sûr, hydrogène, mais surtout au moment de Le Mans Classique. Et puis l'objectif, c'est de voler dans les mois qui viennent. Et une fois que ça sera passé, et ces étapes-là seront passées, on va regarder à continuer notre projet avec les partenaires locaux. Faire décoller le projet localement, en faisant assembler l'avion ici, au Mans. Avec le Dragonfly et la voiture H24 Evo, la métropole veut devenir la pionnière en mobilité à hydrogène. Allez, pour terminer, l'atelier Corse Fruits et Légumes est une jeune entreprise qui se distingue par ses jus cosmétiques élaborés dans le respect de l'environnement. Pour ce faire, elle utilise des produits considérés comme inutilisables. Cette entreprise transforme donc ainsi des fruits et légumes qui n'auraient pas trouvé leur place dans leur magasin pour en faire des produits d'exception. Vincent Marcadal, qui est le président de l'atelier Corse Fruits et Légumes. Un reportage de Télépaïs. Donc ici, on se trouve dans les locaux de l'atelier Corse Fruits et Légumes. C'est une entreprise qui s'est créée en 2021. On est un collectif de producteurs associés avec une partie industrielle. Jando Valentini que vous avez vu et que maintenant on connaît. On s'est implanté sur la commune de Liguitzet depuis maintenant 1 an et demi. Et le site sur lequel on est là tourne et nous permet en fait de valoriser
nos productions de fruits et légumes, puisqu'on est à l'atelier Corse fruits et légumes. On valorise, l'objectif c'est de valoriser ce qu'on n'arrive pas à vendre en frais et de monter des filières pour pouvoir exprimer le meilleur de notre terroir, le terroir insulaire. Aujourd'hui on est plutôt orienté sur les agrumes parce que c'est la production qu'on maîtrise. On a travaillé cette année plus de 3000 tonnes de fruits. Et de là, on développe des produits qui sont soit du jus, du pur jus de clémentine à destination des industriels, des glaciers. On a des clients comme Danone, Andros ou des petits glaciers ou des boulangeries. Et on développe aussi la marque qu'on développe maintenant depuis 2-3 ans, qui est la Goursica, donc cette boisson pétillante à la clémentine et à l'extrait de népis. Alors un bilan, on est une entreprise jeune, c'est compliqué de faire un bilan, on a encore beaucoup de challenges à relever, on a beaucoup de développement à mettre en place. On est très content parce que la première promesse, c'est d'essayer de valoriser ce qu'on n'arrivait pas à vendre en frais en tant que producteur, et aujourd'hui d'arriver à valoriser 3000 tonnes de fruits sur à peu près 120 producteurs qui sont partenaires de l'aventure. Pour nous, c'est c'est une vraie fierté parce qu'on a déjà réussi ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à développer tout ce qu'on peut travailler autour de nos fruits et légumes. On développe de la gamme alimentaire, j'en ai parlé, et puis on fait maintenant de la cosmétique. Et on veut essayer de développer le marché pour pouvoir utiliser tout ce qu'on peut faire dans nos productions, pouvoir pérenniser et valoriser les productions agricoles et exprimer et ramener de la valeur sur notre territoire par le biais d'outils industriels comme on vient de le monter. 3 500 000 agrumes qui ont eu une seconde vie finalement, qui ont eu un recyclage par vos produits, une façon de faire. Vous avez été un petit peu les premiers à vous engager dans cet axe-là. Ça a été également reconnu par le ministre qui vous a salué. Tout à fait, on a eu la chance de recevoir le ministre de l'Industrie, je le remercie de sa visite encore une fois. C'est un coup de projecteur qui est quand même énorme pour une boîte aussi jeune que la nôtre, hein. Mais c'est aussi la preuve qu'on va dans le bon sens, qu'on travaille dans une orientation qui est légitime et cohérente. Que ce soit au niveau financier, puisque encore une fois on essaye de pérenniser des productions, mais aussi tout l'aspect écologique. Merci de votre fidélité au Business Club de France des entrepreneurs. Cette émission est disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également diffusés en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Merci également à une dizaine de radios qui diffusent cette émission chaque semaine. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.